Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Normand Petitclerc, je suis le secrétaire général de l'Université du Québec à Montréal. Je suis également le secrétaire du comité de sélection. Et pour aujourd'hui, je suis votre maître de cérémonie. Je vous remercie d'être venu en si grand nombre. Le comité de sélection a pour mandat de recommander au conseil d'administration la personne qui sera par la suite nommée par le gouvernement à titre de rectrice ou de recteur. Le comité de sélection est formé de 5 personnes et ce sont les suivantes. Compte tenu de la présence d'une interprète, je vais réduire le débit et lorsque les personnes, pendant la période des questions, poseront les leurs, on va faire le même effort. Alors, les 5 personnes membres du comité de sélection sont Mme Lise Bissonnette, qui est la présidente du conseil d'administration. Elle est également la présidente du comité de sélection. M. Alain Poirier, vice-président du conseil d'administration de l'UQAM, M. Yves Gingras, professeur, membre du conseil d'administration de l'UQAM, Mme Joanne Jean, nouvellement nommée présidente de l'Université du Québec, et Mme Annie Desrochers, membre professeure de l'Assemblée des gouverneurs à l'Université du Québec également. La consultation débute le 1er novembre prochain. Elle se terminera le 7 novembre par le système informatique Omnivox. Voici maintenant la liste des personnes et des groupes qui seront consultés. Les professeurs à temps complet, les professeurs à demi-temps, invités, substituts et sous-octroi, les maîtres de langue, les cadres, ce qui inclut les vice-rectrices, les vice-recteurs, le secrétaire général, les doyennes et les doyens, les membres du conseil d'administration, les membres de la commission des études, une personne chargée de cours pour chacun des départements, incluant l'école de langue et chacune des facultés et écoles, les syndicats dûment accrédités comme représentants d'employés, les associations représentant des cadres ou des employés, les associations étudiantes de programmation reconnues en vertu de la politique institutionnelle, les conseils de diplômés, ce sont des conseils facultaires, et la fondation de l'UQAM. Sur la page d'accueil de l'UQAM, vous pouvez trouver l'onglet intitulé « Désignation au rectorat ». Si vous cliquez sur cet onglet, sur la première page du site web de l'université, vous aurez accès par la suite à toutes les informations concernant le processus et les candidates. Le comité de sélection présente à la communauté 2 candidates et ce sont les suivantes, Mme Corinne Gendron et Mme Magda Fusaro. Comme le veut la tradition, pour aider la communauté à prendre position, le comité de sélection m'a demandé d'organiser le présent événement selon des règles qui ont été acceptées par les 2 candidates. D'abord, l'ordre de présentation de celle-ci a fait l'objet d'un tirage au sort. C'est Mme Gendron qui sera la première oratrice. Elle fera un exposé de 20 minutes. Elle répondra par la suite à vos questions pendant une période de 15 minutes. Il en sera de même pour Mme Fusaro. Elle n'est pas actuellement présente dans cette salle. Elle ne peut pas entendre l'exposé de Mme Gendron, ni les échanges qui auront lieu avec elle par la suite. C'est donc pour l'instant Mme Corinne Gendron qui prendra place. Elle vous entretiendra de sa vision institutionnelle. Elle nous parlera de son programme. Lorsque je reviendrai au lutrin, il restera 1 minute sur la période de 20 minutes qui lui est consacrée. À ce moment-ci, mesdames et messieurs, accueillons Mme Corinne Gendron. Rebonjour. Alors, mon nom est Corinne Gendron et pour ceux et celles qui auraient des difficultés d'attention, je suis celle qui ne fait pas partie de l'équipe de direction actuelle. Après 6 mois de rencontres avec des centaines d'entre vous, j'ai assez de matériel pour publier un livre passionnant. Il y a une vaste mémoire vivante qui circule dans nos murs. Ces rencontres m'ont en outre permis d'approfondir ma compréhension de l'UQAM, des spécificités et des enjeux des différentes unités et de son potentiel. À l'UQAM, on sait très bien ce qui ne va pas. On sait aussi la plupart du temps ce qu'il faut faire.
mais les ressources sont insuffisantes et surtout, on manque de cet ingrédient magique que certains appellent la volonté politique et que d'autres appellent le consensus ou la coordination. Ma tournée m'a aussi rappelé l'importance du travail d'analyse fait par des groupes compétents sur lesquels il est indispensable de s'appuyer. Plusieurs constats et objectifs du plan stratégique 2015-2019 de l'UQAM sont hautement pertinents. J'ai même récemment trouvé un plan de relance de l'UQAM de 2002 qui contient plusieurs des mêmes constats et objectifs, comme la promotion externe, les partenariats, l'internationalisation, l'efficience des processus, etc. On y parle aussi de développer les cycles supérieurs, de renforcer les unités de recherche et de soutenir la création. 15 ans plus tard, l'UQAM doit encore relever des défis majeurs dans tous ces domaines. J'aimerais qu'on soit rendu ailleurs en 2023. Je rajouterai donc un objectif qui chapeaute tous les autres, assigner un groupe de travail à chaque objectif avec un mandat clair, un échéancier et une évaluation trimestrielle des progrès. L'accès à plusieurs ressources dépend de notre capacité de s'organiser avec rapidité et flexibilité, de coordonner nos forces, d'investir du temps et de l'argent au bon moment. Il est urgent d'avancer et d'utiliser nos talents de façon optimale. Les dernières années ont été difficiles. On a tous été ébranlés. Quand on vit des compressions et des perturbations comme celles qu'on a connues, on peut être déstabilisé, on peut se mettre à oublier nos objectifs, à compétitionner entre nous et à développer un certain enlisement bureaucratique ou un certain dirigisme, même dans une organisation peuplée de gens brillants et bien intentionnés. Les compressions étant derrière nous, on l'espère, il faut se libérer de la morosité et reprendre du terrain. Sinon, ce sont les autres qui vont nous définir à notre place. Ils vont limiter nos ressources. Ils vont minimiser notre rôle. Il est donc urgent de rattraper le temps perdu. C'est notre place dans la société qui est en jeu. Et pour accélérer, il faut changer nos façons de faire. On a l'obligation de faire mieux. En 2017, pour amener une université de recherche comme l'UQAM à un niveau de développement supérieur, il faut une véritable expérience de rayonnement international. Cette expérience permet de promouvoir l'excellence de l'UQAM de façon crédible sur toutes les tribunes. En 2017, il faut aussi une expérience d'échange avec des institutions nationales et internationales, des entreprises, des ministres, ainsi qu'avec des partenaires de notre milieu comme les mouvements sociaux et les institutions éducatives, culturelles ou politiques. À l'occasion de mes études de MBA, j'ai acquis une expertise en administration que j'ai pu mettre à profit dans l'orientation stratégique et la direction d'unités de recherche et de grands instituts scientifiques. L'administration universitaire ne se résume pas à la gestion d'opérations. La direction d'une université consiste d'abord et avant tout à rassembler de nombreuses personnes avec des expertises très différentes autour d'une vision claire de développement. Il faut savoir naviguer dans plusieurs univers, les arts, les sciences, les affaires publiques, et aimer le travail d'équipe. Ma vision est simple. Je veux, une fois pour toutes, consolider notre développement, notre envergure internationale et notre ancrage social. Bien sûr, ces objectifs ont plusieurs préalables, dont des ressources, une refocalisation de notre action pour éviter les pertes de temps, et surtout une adhésion et une mobilisation de notre principale ressource. Vous, les professeurs, les maîtres de langue, les chargés de cours, vous, les étudiants de tous les cycles et de tous les pays, vous, les employés et les cadres, et aussi vous, les diplômés. Avec vous, tout est possible, mais il est urgent d'agir. Je tiens à ce que notre université soit complètement centrée sur son développement. C'est un projet trop souvent repoussé. Il est temps que l'UQAM se réalise enfin en réduisant au maximum les freins à son développement. Dans mes rencontres, on m'a parlé de priorités que je tiens à défendre. Tout d'abord, l'attention aux personnes. L'encadrement des étudiants est une de nos cartes de visite et il est de plus en plus critique pour la réussite. Il faut lui donner l'attention et la place qu'il mérite.
L'encadrement doit être plus visible et doit faire l'objet d'investissements financiers adéquats. L'attention aux personnes signifie aussi de se mobiliser dans le suivi de la carrière de nos employés, le stress des jeunes professeurs et des professeurs en milieu de carrière, l'autonomie professionnelle, la santé et la qualité de vie au travail. Ceux qui me connaissent savent que je ne manque pas une occasion de soutenir et de valoriser tout autant mes collègues que les employés. Il faut se doter d'une véritable politique de ressources humaines et accompagner tous nos employés dans leur cheminement de carrière. Il faut mettre en œuvre d'une manière adéquate nos politiques 16 et 42 sur le harcèlement. C'est possible et c'est urgent. Deuxièmement, l'attention à notre fonctionnement. Il est devenu évident qu'on doit devenir plus réactif et plus proactif sur de nombreux fronts, de la révision des programmes à la planification de nos demandes de financement, du recrutement d'étudiants à leur employabilité. On doit instaurer une culture de collaboration entre les unités. Il faut que les groupes de travail puissent se concentrer sur un objectif concret, qu'ils diffusent leur activité de façon large, en ligne ou ailleurs, qu'ils sollicitent toutes les expertises et qu'on puisse mesurer les retombées. Il faut que ça change. Il faut réduire les freins à notre développement. La fluidité des processus et le travail collaboratif sont essentiels en 2017. Il faut faire les choses autrement, c'est possible et c'est urgent. Troisièmement, l'attention aux défis spécifiques des chercheurs et des créateurs. Quand on les écoute, ils demandent plus de temps, plus de soutien stratégique et technique sur mesure, plus de représentation externe et plus de respect. La recherche et la création ont des retombées massives, qu'il s'agisse des boursiers ou des unités, jusqu'aux employeurs qui profitent de l'expertise de pointe de nos diplômés. Les activités de recherche et de création engendrent bien sûr des coûts importants, et toutes les retombées ne sont pas toujours quantifiables. Mais on ne peut se contenter de prier que nos chercheurs et créateurs fassent toujours plus avec moins. Il faut investir. On peut définir notre stratégie en collaboration étroite avec les chercheurs et créateurs et investir rapidement aux endroits critiques. Un professionnel des demandes de fonds peut contribuer à générer plusieurs fois son salaire. Tout le monde profite des retombées des investissements avisés. Or, les décisions d'investissement ne sont avisées que quand on travaille en étroite collaboration avec les experts en première ligne. Là aussi, on peut changer. Manquer d'argent n'est pas une condition absolue. Et finalement, l'attention aux relations, afin de mettre un terme aux conflits stériles. La direction de l'UQAM doit instaurer des séances de travail régulières avec tous les syndicats, des midi-cadres, des partenariats avec les unités et avec les associations étudiantes. Il en va de notre survie. L'avenir de l'UQAM ne se décide pas qu'au 5e étage du pavillon Athanase David, et c'est à tous ces autres endroits que je serai le plus souvent si je suis élue, comme toute l'équipe de direction d'ailleurs. De plus, toujours au chapitre des relations, il nous faut impérativement développer des relations gouvernementales et des relations internationales dignes de ce nom. Les retombées sont importantes et à long terme, les coûts de ne rien faire et de perdre notre place sont très élevés. Lorsqu'on parle de relations, la fréquence est importante, mais le style est aussi fondamental. Je ne cultive pas la méfiance et je n'imposerai pas mon point de vue, ni dans un projet de convention collective, ni ailleurs. Dans une institution comme la nôtre, la gestion autoritaire n'est jamais une stratégie de gestion efficace, quoi qu'en disent les personnes qui ont perdu la flamme du travail d'équipe. C'est une technique de gestion qui divise, ce n'est pas ce qu'on veut pour les 5 prochaines années. Moi, je crois au débat focalisé sur des objectifs, avec des informations transparentes, des alternatives claires, des responsabilités et un échéancier. Je crois aussi au démarchage. Je crois qu'une responsabilité fondamentale de la direction est de convaincre ceux qui peuvent aider l'UQAM, qu'ils soient au gouvernement, en entreprise, dans les médias ou ailleurs, que les missions spécifiques de l'UQAM sont payantes pour le Québec et que leurs investissements auront des retombées importantes. Je les talonnerai sans relâche, vous pouvez compter là-dessus. Et puisque nous sommes sur le sujet des relations, si je n'ai pas peur de défendre mes idées et de m'engager dans les débats, ceux qui me connaissent bien savent que l'intégrité, la bienveillance et la réduction des conflits sont de grandes priorités pour moi, comme en attestent toutes les personnes formidables
qui m'apportent leur appui dans le cadre de cette campagne, issus tant du monde des arts que du monde politique, économique et social, et surtout de ma grande famille ucamienne. J'en profite pour les remercier de leur appui et de leurs précieux conseils. Je veux porter leurs espoirs avec humilité, mais aussi avec toute la force qu'ils méritent. Il est temps que ça change à l'UQAM. Le changement est possible et clairement nécessaire. On peut faire les choses autrement. On peut éviter les conflits avant qu'ils ne se présentent. On peut consulter ceux qui vont être affectés par nos décisions. On peut faire confiance aux gens compétents à qui on a donné un mandat. On peut mobiliser nos experts autour d'objectifs concrets. On peut être prêt à profiter des occasions qui se présentent à l'externe. J'aimerais aussi dire que pour gérer une institution comme la nôtre, il faut d'abord écouter. En sciences, on souhaite être plus visible. On veut une promotion et une reconnaissance plus claire de l'importance et des retombées des travaux qui s'y réalisent. En art, on veut reconnaître et pérenniser les succès comme les centres Hexagramme et Figura. Et le futur pavillon des arts, attendu par tous les interlocuteurs du quartier des spectacles, aura aussi des retombées significatives sur toute l'UQAM. En communication, on souhaite consolider une faculté qui a déjà une grande réputation. On veut développer une culture de partenariat et de commandite et développer les cycles supérieurs. En éducation, on veut entre autres prendre un virage en recherche plus harmonieux, dans le respect de la liberté académique et mettre à profit les liens très riches avec les milieux de pratique, notamment à travers les programmes spécialisés. En sciences de la gestion, on veut et on pourra troquer la confrontation pour la coopération avec le reste de l'UQAM, en tenant compte des spécificités de l'école et des besoins particuliers de ces unités. En sciences humaines, on veut entre autres multiplier les synergies, renforcer les unités de base, poursuivre le dialogue et les mécanismes de concertation. On veut développer l'employabilité et on veut aussi une simplification des processus. En sciences politiques et droit, enfin, on veut entre autres les moyens de développer l'internationalisation et faire reconnaître nos expertises spécifiques, comme par exemple le droit du travail. Vous aurez compris que la vitalité des unités de l'UQAM est une de mes priorités. C'est là que se cultive notre expertise d'aujourd'hui et de demain. L'UQAM doit aussi devenir exemplaire dans ses thèmes phares, dont l'environnement, la créativité, l'innovation sociale et la lutte contre les inégalités et l'exclusion. Vous avez déjà trop entendu parler de la décentralisation, un projet de restructuration qui a inquiété bon nombre d'entre nous. Dans le passé, il était fréquent de tenter de résoudre les problèmes par des changements de structure. On sait maintenant que ce sont les gens et leur environnement qui font toute la différence dans le succès d'une institution. Et l'environnement, c'est entre autres l'optimisation des processus. La décentralisation n'est pas une idéologie. Chaque fonction et chaque service doit être situé au niveau le plus approprié. À ce sujet, et au vu de l'expérience récente, je prends aujourd'hui l'engagement de revoir notamment la décentralisation des comités d'éthique et des centres de recherche institutionnels. Pour ce qui est des ressources, tout le monde sait à quel point la marge de manœuvre actuelle est limitée. 90% de nos frais sont incontournables, ce qui rend nécessaire la quête de fonds ciblés grâce à l'action de nos groupes de travail. Par ailleurs, de nombreux partenaires économiques et sociaux n'attendent que quelques signaux de mobilisation et d'organisation pour accélérer leurs échanges avec nous. Plusieurs de nos partenaires financiers ont déjà démontré de l'intérêt pour nos initiatives, dont des instituts, des chaires et des bourses. Ces partenariats peuvent à la fois augmenter notre budget et les retombées sociales de notre action. De façon primordiale, ils aident de nombreux étudiants qui sont notre première responsabilité. Mais surtout, il faut, une fois pour toutes, accueillir ces nouveaux étudiants, tout spécialement au cycle supérieur, comme on cherche à le faire depuis longtemps, même si cela tarde à se concrétiser. Les changements démographiques ne sont pas la limite principale à nos inscriptions. Des milliers d'étudiants additionnels peuvent s'inscrire chez nous si nous peaufinons notre plan de communication, notre coordination et nos investissements. Nous avons des experts en communication, en recrutement, en coordination intersectorielle,
Il faut leur donner un mandat clair et les moyens de réussir, bien sûr. Il faut aussi mettre en valeur notre recherche dans tous les domaines et rendre visible notre expertise en sciences qui reste encore trop méconnue. Des relations plus soutenues avec les organismes subventionnaires permettront non seulement d'être à l'affût des nouvelles possibilités de financement, mais aussi d'influencer les grandes orientations en matière de recherche, tant au Québec qu'au Canada. Enfin, il faut consolider et redéployer nos partenariats avec les acteurs du milieu. Nous sommes les leaders en recherche-action et pouvons tous nous mobiliser, professeurs, maîtres de langue, chargés de cours, employés, cadres et bien sûr étudiants, pour accompagner et participer aux initiatives qui naissent du terrain et sont annonciatrices des grandes transformations de notre société. En conclusion, je vous dirai qu'un manque de ressources et de volonté politique, ce n'est pas une fatalité. J'aimerais qu'on se le prouve. Aujourd'hui, le choix est simple, la continuité ou le changement. Personnellement, je crois que l'UQAM est prête pour un changement et je crois fermement qu'on peut arriver en 2023 avec un bilan dont on pourra être fier. Moi, je dis priorité au développement de l'UQAM. Merci. Merci beaucoup, Madame Gendron. Merci. Nous abordons maintenant la période des questions. Il y a 2 micros dans la salle. Nous allons donner les droits de parole en alternance. Il n'y aura qu'une seule question par personne. Et comme la période des questions ne peut durer que 15 minutes, je demande la collaboration des personnes qui se présentent au micro pour éviter des commentaires préliminaires. Ce qui nous importe tous, c'est de connaître l'opinion de la candidate. Donc, les questions doivent être formulées sans préambule et il vous est demandé de vous identifier. Alors, on va commencer cette période de 15 minutes. Monsieur. Alain Gerbier, École des médias. J'ai lu votre lettre d'intention et j'ai été frappé par le fait que vous rêvez d'une université d'envergure. Bon, il n'y a pas de préambule, je ne vous dirai pas qu'avec Baudelaire, on s'est demandé si ces ailes de géant ne l'empêcheraient pas de marcher, mais on a débouché sur une interrogation. Comment est-ce que vous conciliez cette approche élitiste et un poil exhibitionniste avec la démarche comptable qui consiste à vendre des diplômes à des gens qui, sauf leur respect, ne maîtrisent pas la langue et ont beaucoup de difficultés à articuler une pensée? Je ne suis pas certaine de saisir de quelle population vous parlez en deuxième temps de votre question. Comme vous le savez, les chargés de cours enseignent, nous sommes 2200 dans cette université. Oui. Nous enseignons au premier cycle. Et j'ai bien insisté, sauf leur respect, parce que ça n'est pas une attitude condescendante de ce que j'évoque. C'est une situation qui nous frappe en plein visage. Je suis sûr que si je faisais un hashtag moi aussi, j'ai des tas de collègues qui mettraient moi aussi. Je suis confronté à ce problème. Nous avons aujourd'hui des classes pratiquement entières où les gens ont une telle difficulté à maîtriser la langue qu'il est extrêmement difficile pour eux d'articuler une pensée. On peut passer 20 minutes à expliquer quelque chose et découvrir qu'en fait, les gens n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas compris le sens de 3 mots tout simples. Alors on a un véritable problème. Nous ne sommes pas, nous, si vous voulez, le combat entre le bien et le mal, ce n'est pas sur le mont Armageddon, c'est dans une classe d'école primaire que ça se passe, mais cette situation, on y est confronté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous parlez essentiellement de la maîtrise de la langue, et on peut mettre, c'est ce que j'ai compris, et plus généralement, les conditions de réussite, je l'ai mentionné, il y a des mesures d'accompagnement à la réussite qui existent déjà à l'UQAM, mais qui méritent d'être bonifiées, des investissements qui méritent d'être accrus, et donc ça fait partie effectivement de mes priorités. Je l'ai mentionné dans le discours, mais je peux le répéter, c'est-à-dire qu'actuellement, on a déjà des mesures, on essaye de mettre d'autres choses en place, comme par exemple le programme Prosper, mais je pense qu'on peut faire plus et qu'on peut faire mieux. Par ailleurs, vous me parlez je parle de maîtrise de la langue. En ce qui me concerne, je veux mettre sur pied quelque chose de beaucoup plus structuré en matière de francisation, et je voudrais faire appel à l'École des langues pour ça. Donc, j'espère mettre sur pied quelque chose d'ambitieux pour accompagner les personnes qui viennent s'inscrire chez nous et qui choisissent le français.
Donc, les accompagner et leur permettre de réussir en français. Madame. Bonjour, Louisa Cordero, vice-présidente au SUCAM. Merci de nous recevoir. Donc, vous avez parlé beaucoup de l'importance que vous accordez au développement de l'UQAM. Je serais curieuse de savoir si vous avez quelle place concrète, en fait, vous voulez donner, vous pensez donner aux employés de soutien dans ce projet-là. Et parallèlement, comment comptez-vous redonner aux employés de soutien un sentiment d'appartenance qui a été durement ébranlé au cours des dernières années, compte tenu des compressions? Merci. Je vous remercie de votre question. J'ai été très préoccupée personnellement par le sort des employés de soutien. On a souvent dit que ce sont beaucoup les employés de soutien qui ont été les premiers à subir les compressions. Je pense qu'on l'a vu. On connaît aussi le taux de roulement chez les employés de soutien, les burn-out, etc. C'est des chiffres effarants. En tout cas, pour une institution comme la nôtre, pour l'UQAM, qui se revendique d'être sociale, d'être proche des gens, d'être humaine, je trouve que c'est gênant de voir la situation des employés de soutien. Comme je l'ai fait valoir auprès du SUCAM, je les ai rencontrés cet été, pour moi, ce sera une priorité de d'abord faire le bilan de l'effet des compressions, mais aussi de mettre les résultats des enquêtes sur la table. C'est-à-dire qu'on sache exactement que le SUCAM et les employés puissent savoir, quand on parle de maladies professionnelles, de quoi ils retournent et qu'on puisse construire ensemble un plan d'action. L'autre chose aussi que je veux faire pour les employés de soutien, et ça inclut aussi les autres employés, je l'ai dit dans le discours, je veux mettre sur pied une véritable politique de gestion des ressources humaines qui permette aux employés de soutien d'améliorer leur employabilité, éventuellement de se développer dans d'autres créneaux et d'accompagner les employés à travers justement l'amélioration de leurs compétences et d'ouvrir leurs horizons, peu importe leur choix, mais d'être avec eux dans ce cheminement de carrière. Alors, Marie-Lou est chargée de cours du département d'études urbaines et touristiques et présidente du syndicat des chargés de cours de l'UQAM. Alors, vous comprendrez que ma question va porter sur la place des chargés de cours dans votre priorité au développement de l'UQAM. Je trouve ça extrêmement intéressant comme priorité, comme objectif. Maintenant, quelle est la place des chargés de cours dans ce contexte-là, la place de la formation? Vous parlez de gestion, une amélioration de la gestion des personnels. Ceci est de la musique à nos oreilles parce qu'en effet, ça a été assez problématique ces dernières années. Alors, comment vous voyez notamment cheminement de carrière pour les chargés de cours? Et puis, question bien précise, est-ce que les chargés de cours vont être sur les comités de travail? La deuxième question est simple. La réponse à la deuxième question est simple. Oui, les chargés de cours participeront au comité de travail. Maintenant, en ce qui concerne la place des chargés de cours, je pense qu'on sous-estime ou encore on ne valorise pas les chargés de cours qui sont dans nos murs. On peut, je pense, les mobiliser sur beaucoup des actions qu'on mène et on n'a peut-être pas le réflexe de les solliciter. Lors de la rencontre que nous avons eue avec les chargés de cours lundi, on a parlé notamment de la possibilité que les chargés de cours participent à des capsules qui seraient associées, par exemple, au programme Prosper. Donc, je pense qu'on peut développer certains outils pédagogiques avec le concours des chargés de cours. Et on peut aussi, je l'avais mentionné lundi, on peut aussi miser sur les chargés de cours et leur réseau pour essayer de faire rayonner davantage nos programmes. Et enfin, je l'avais mentionné lors de la dernière campagne, je le réitère, il y a plusieurs chargés de cours qui s'engagent dans des voies de recherche, mais qui n'ont absolument pas ni le financement, ni la structure d'accueil pour mener ces activités-là. Et je crois qu'il faut absolument leur donner la chance, si ces chargés de cours souhaitent s'investir dans la filière recherche, de donner leur plein potentiel. Donc, ce serait ma réponse à votre question. Merci. Monsieur. Bonjour, François Bergeron, professeur au département de mathématiques et commissaire à la commission des études. Moi, je pense qu'un des problèmes majeurs qu'a l'Université du Québec à Montréal aujourd'hui, c'est le fait que depuis trop longtemps, on ne met pas assez de ressources dans le volet recherche-création.
de l'université. C'est un volet important de la mission universitaire et c'est le volet qui est le parent pauvre parce que c'est celui auquel on attribue des ressources quand on a rempli tout le reste. Indépendamment des bonnes volontés, c'est un besoin qui devient criant. L'avenir de l'université à long terme dépend de sa dynamique en recherche-création de façon fondamentale, bien plus que pour l'aspect seulement formation au deuxième, troisième cycle, mais pour toutes sortes d'aspects. Est-ce que vous êtes prête à vous engager à mettre des ressources substantiellement plus importantes en recherche-création que celles qui sont déjà là maintenant? Le vice-rectorat à la recherche de notre université, c'est comme un vice-rectorat mineur qui vient en second plan, auquel on donne des ressources seulement quand le reste du budget a été attribué. Il faudrait le transformer en un vice-rectorat majeur. Alors, mon engagement sera d'autant plus facile que je partage entièrement votre diagnostic. Je pense que la recherche, on a vraiment l'impression que ça passe toujours en deuxième, parce que, évidemment, les cours, les charges, etc., semblent des obligations de première ligne, mais on ne saisit pas que la recherche, c'est la même chose, ne serait-ce que pour les cycles supérieurs. La recherche vient impulser les contenus, l'engagement dans les études de second cycle. Je voyais, vous l'avez probablement vu récemment, cet article sur l'isolement des doctorants. Un des moyens les plus efficaces pour briser cet isolement, c'est d'accueillir les étudiants de cycle supérieur au sein d'unités de recherche. Donc, il ne faut pas éliminer les unités de recherche, il faut au contraire les soutenir et les aider à accueillir les étudiants. Donc, je vous rejoins et il m'est très facile de prendre cet engagement parce que ça fait partie de ma vision du développement de l'UQAM. Monsieur. Bonjour, Mathieu Rodrigue, employé de la Fondation de l'UQAM, vice-président du syndicat des employés de l'UQAM. Merci de votre présentation. Comme vous le savez déjà, depuis 2 ans, les employés de la Fondation sont en négociation pour leur première convention collective. Nous sommes à l'aube du lancement d'une campagne majeure pour l'UQAM, dans laquelle la Fondation a un rôle prépondérant. J'aimerais d'une part entendre votre opinion par rapport à la situation des employés, mais aussi connaître votre vision pour les relations de la Fondation et de l'UQAM pour l'avenir. Merci. Alors, merci de votre question. Je ne pourrai pas être très détaillée parce que je ne connais pas bien le dossier. Comme vous le savez peut-être, étant candidate, je ne participe pas au conseil d'administration ces derniers mois. Donc, je suis moins au courant, moins au fait du dossier que vous amenez, bien que j'ai reçu effectivement votre lettre. Donc, je pense que la Fondation a une certaine autonomie par rapport à l'UQAM, mais qu'en même temps, elle fait partie de la grande famille de l'UQAM et que s'il y a des problèmes de relation entre les employés et la direction de la Fondation, je m'engagerai effectivement à aider à solutionner le problème. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas la nature exacte des problèmes. Donc, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ma volonté est là et que vous pourrez compter sur moi pour faciliter le passage à une solution qui sera satisfaisante et durable. Il nous reste environ 4 minutes. On va passer de ce côté, madame. Oui, bonjour. Raphaël Vallière, responsable aux affaires UQAMiennes de l'ADES. Donc, je suis étudiante au premier cycle. Et j'ai vu dans votre programme que vous avez quelque chose par rapport à la création de stages en milieu de travail. Je trouve ça quand même particulier parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des stages, on parle de leur rémunération, on parle du statut précaire des stagiaires qui sont souvent victimes de violences sexuelles, de harcèlement parce qu'elles ont un statut particulier dans les institutions. On parle de surcharge des stagiaires ou de stagiaires qui se ramassent dans des milieux où, au final, elles apprennent très peu parce que l'entreprise voulait simplement en fait une main-d'œuvre gratuite, mais pas nécessairement former la personne. Donc, quand on parle de créer des stages avant d'avoir fait le ménage dans ceux qu'on est déjà, avant de parler de rémunération, j'ai l'impression qu'il y a une incohérence ici. Je ne sais pas si vous voudriez réagir à ça. Bien, merci beaucoup de votre intervention. Ça me permet de préciser ma pensée. Je ne souhaite pas créer des stages ex nihilo et n'importe comment. Et le problème que vous soulignez, j'en suis parfaitement consciente parce que comme j'enseigne à la maîtrise en sciences de l'environnement, il m'est arrivé, effectivement, d'être tutrice d'étudiants qui avaient des stages qui étaient sans valeur.
Et je pense effectivement qu'il faut faire très attention et qu'il faut s'assurer de la qualité des stages et que la situation que vous évoquez ne se produise pas. Moi-même, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait des photocopies pendant quelques semaines à un moment donné parce que je faisais un stage. Donc, c'est sûr que ce sont des choses qui doivent absolument être évaluées. Il y a un suivi qui doit être fait dans les stages qui sont offerts. Mais ça suppose d'avoir un bureau d'encadrement des stages qui ait des ressources, qui puisse avoir des politiques et qu'on puisse dire, oui, dans cette entreprise-là, on offre des stages de qualité. Donc, une espèce de certification, si vous voulez, des stages qui sont offerts pour s'assurer que les étudiants qui sont engagés dans un programme où il y a des stages de pratique, mais que ces étudiants-là bénéficient de cette expérience plutôt que, comme vous le racontez, qu'ils soient exploités. Donc ça suppose effectivement de préciser l'objectif que j'ai mentionné. Oui, prévoir des stages, surtout quand ça bonifie le diplôme, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. Donc, vous avez aussi mon engagement là-dessus. Je pense qu'il faut encadrer les stages et s'assurer que ce sont des stages qui ont la qualité nécessaire pour faire partie d'un programme de formation plus général. Juste par complément, j'avais quand même parlé de rémunération des stages et l'optique en ce moment qui est préconisée par les mouvements liés à la rémunération des stages ou pour la qualité des stages est tout de même de considérer les stagiaires comme travailleurs et travailleuses et non plus d'encadrement extérieur et d'être encore une fois traités un peu de manière paternaliste de on va décider pour vous, on va vous donner un encadrement plutôt que de nous traiter, de nous donner un statut et de nous traiter comme des personnes responsables, aptes dans leur milieu, comme salariés et de pouvoir nous organiser. Il nous reste 1 minute. Merci de votre précision, mais je vous rejoins tout à fait. Juste une petite précision sur la rémunération. Il faut faire attention parce que quand l'étudiant est boursier, ça peut affecter sa rémunération de bourse. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis prête à m'asseoir, puisque vous semblez être connaisseuse du dossier, m'asseoir avec vous pour discuter des avenues de solutions. Merci. La période des questions est terminée. Merci beaucoup, Mme Gendron. Merci beaucoup. Alors, c'est maintenant Mme Magda Fusaro qui prendra place. À son tour, elle nous entretiendra de sa vision institutionnelle et de son programme. Lorsque je reviendrai au lutrin, il restera 1 minute. Mesdames, Messieurs, accueillons Mme Magda Fusaro. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un immense plaisir et un très grand honneur que je suis ici avec vous aujourd'hui pour présenter la vision de l'Université du Québec à Montréal que j'aimerais vous soumettre. Toutefois, avant de commencer, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cet événement. Ce sont des personnes qui souvent sont dans l'ombre, que l'on ne voit pas, mais qui sont très importantes pour l'université et qui sont garantes de son bon fonctionnement. De la même manière, je souhaite aussi vous remercier de votre présence en si grand nombre. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce que nous pourrions faire à l'UQAM et pour l'UQAM, je me suis posé 3 questions. Quels sont le rôle et la place de cette institution sur les scènes montréalaises, québécoises, canadiennes, internationales? Quelle est notre complicité, notre attachement, ce lien unique qui a fait que nous avons choisi de venir travailler ici à l'université? Enfin, où voulons-nous être dans 5 ans? C'est à la lumière de ces 3 questions que j'aborderai mon programme sous l'angle de thématiques. Plus que de thématiques, il s'agit véritablement de 3 valeurs fondamentales de notre université. Et elles se concrétiseront en 3 chantiers constituant l'essence des actions que j'aimerais vous proposer pour les 5 prochaines années. Ces 3 valeurs, ce sont l'accessibilité, la diversité et la collégialité. Pour chacune d'elles, je montrerai de quelle manière elles s'incarnent en 3 grands chantiers. Assumer la fierté d'appartenir à cette belle institution et la faire rayonner. Innover
pour un milieu de vie stimulant. Faire avancer le savoir, partager, diffuser les connaissances, démocratiser l'enseignement supérieur. À travers ces thématiques, ces chantiers, vous le verrez, je tracerai également le parcours professionnel qui est le mien. Pour traiter de ces valeurs, il faut bien sûr un petit peu les définir. L'accessibilité se décline au moins de 3 manières. Bien sûr, on pense immédiatement aux freins que représentent les coûts de l'éducation. Et cela implique qu'on permette à nos étudiantes et à nos étudiants de bénéficier d'un large éventail de bourses accessibles elles aussi, qu'ils puissent obtenir un emploi sur le campus, qu'ils puissent aussi bénéficier des accommodements que l'évolution de leur profil rend aujourd'hui nécessaires. Cependant, aplanir les difficultés financières ne saurait être suffisant. L'accessibilité socio-culturelle est tout aussi importante. Il faut faciliter leur cheminement, de l'admission à l'UQAM jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Pensons seulement aux étudiants, aux étudiantes en situation de handicap, aux étudiants étrangers ou autochtones, et n'oublions surtout pas les étudiants parents. Enfin, l'accessibilité est aussi géographique. Il importe d'augmenter l'offre de cours dans les centres d'études universitaires, de s'investir dans les projets de pavillon qui nous ont occupés cette année et de développer le campus numérique sans fil, projet qui me tient particulièrement à cœur en ma qualité de vice-rectrice au système d'information. Vous l'aurez compris, il faut non seulement nous préoccuper de l'accessibilité, mais il faut surtout l'incarner. J'ai fait l'expérience de ce que signifie l'accessibilité, d'abord comme étudiante dans cette belle université, ensuite comme professeure et directrice de programme, enfin comme vice-rectrice. Comme étudiante d'abord, lorsque je suis arrivée à l'UQAM, nous parlons de cela il y a quelques années, plusieurs même, pourrait dire certains, j'ai été admise à la maîtrise en communication. Comme étudiante étrangère, nous arrivons dans une université et je dois remercier l'UQAM. Elle m'a littéralement accueillie à bras ouverts. Mais comme étudiant étranger ou étrangère, nous sommes parfois perdus. Le sentiment de solitude que nous éprouvons est réel. Et cette université, vous le savez, est parfois un dédale. Donc, comme étudiante qui vient d'arriver, nous prenons rendez-vous. J'ai pris rendez-vous. J'ai pris rendez-vous avec le directeur de l'époque, Claude-Yves Charon. Claude-Yves, si tu es ici, je te salue et je te rends hommage. Nous prenons rendez-vous, il est 17h le soir. Je me demande déjà pourquoi un rendez-vous à 17h, mais bon, pourquoi pas. J'arrive dans un bureau et je vois un monsieur habillé avec une chemise hawaïenne. Je suis, vous pouvez l'imaginer, stupéfaite. L'université d'où je suis issue en France n'aborde pas la collégialité ou la hiérarchie de cette façon. Non seulement il m'accueille avec sa chemise hawaïenne, dans un bureau enfumé, parce qu'on fumait beaucoup à l'époque, mais en plus, il me tend une cigarette et me propose de discuter de ce que va être mon cheminement. Je suis renversée, vous pouvez l'imaginer. Mais c'est cette accessibilité qui a créé ce lien de proximité et qui s'est incarné. J'ai pratiqué l'accessibilité ensuite comme directrice de programme et j'ai permis, et j'espère avoir réussi, à offrir aux étudiants un cheminement harmonieux. Enfin, comme vice-rectrice, ceux qui travaillent avec moi, ceux qui veulent me contacter, le savent. Je pratique la politique de la porte ouverte, mon numéro de téléphone n'est pas caché. Les étudiants qui viennent à l'UQAM le crient haut et fort. Nous sommes accessibles. Nos professeurs, nos chargés de cours, nos maîtres de langue sont toujours là pour les aider dans leur cheminement. Bien sûr, parler d'accessibilité a un corollaire, la diversité. Et oui, il s'agit bien d'un corollaire. L'UQAM est une université distincte. Elle s'est distinguée d'emblée des universités à charte par son caractère public et nous le proclamons haut et fort. La volonté de promouvoir la diversité contribue aussi à la richesse de la recherche qui se fait à l'UQAM. Je prêterai une attention toute particulière au rayonnement de celle-ci, ainsi que des programmes. L'UQAM est une très grande institution, une institution d'envergure internationale qui s'est démarquée au fil des années. Bien sûr, nous célébrerons son 50e anniversaire, mais avant de fêter notre jubilaire, nous pouvons nous réjouir de quelques-unes de ses réalisations. L'UQAM compte plus de 42 000 étudiants. Elle compte également 5 300 employés, 1 135 professeurs,
1900 employés de soutien, 2115 chargés de cours, 127 cadres et 27 maîtres de langue. Elle a su se doter de programmes d'une richesse prodigieuse, des programmes innovants qui font en sorte que l'UQAM occupe aujourd'hui une place unique sur la scène universitaire. Comment parler des programmes sans parler de la recherche et de la création, un univers également d'une richesse et d'une diversité extraordinaire. Nous avons ici des merveilles qu'on pourrait malheureusement qualifier ou appeler les secrets les mieux gardés de l'UQAM. Qui, hors de nos murs, sait que l'UQAM rayonne beaucoup plus sur la scène internationale qu'au Québec. À cet égard, le proverbe « Nul n'est prophète dans son pays » se trouve malheureusement confirmé ici. Toutefois, nous subissons encore les contre-coups d'une histoire qui nous a marqués ces dernières années. Les commentaires sur l'UQAM sont parfois difficiles à lire. Ils révèlent une perception négative qui nuit peut-être à notre image. Je crois pour ma part que nous ne sommes pas autant malmenés que mal connus. C'est donc à nous de faire en sorte que cette perception change. Je souhaiterais promouvoir la fierté qui est la nôtre de faire connaître les merveilles de l'UQAM. La diversité a ceci d'intéressant également que les programmes constituent la vie et les assises de la vie académique. Les programmes sont modulables, offrent une flexibilité afin que nos étudiants trouvent un parcours qui leur convient, qui est adapté à nos nouvelles réalités sociales et politiques. Cette diversité a fait de l'UQAM une université de sciences humaines et sociales, et où les arts occupent une place extraordinaire. Il faut préserver cette diversité des programmes, des départements, des facultés. Vous le comprendrez, l'uniformisation serait, à mon avis, le pire des scénarios. Enfin, qu'en est-il de la collégialité ? C'est l'une de nos valeurs fondatrices. Or, définir la collégialité, c'est être à l'écoute de l'ensemble de la communauté. Cette collégialité se traduit par un partage des droits, des responsabilités, des devoirs qui contribuent à l'avènement d'une communauté unie par un sens d'appartenance à cette institution. Cette collégialité offre une voie importante pour nous aider à relever les défis de l'accessibilité et de la diversité. En effet, qui mieux que nous pourrait parler des bons coups que nous faisons, mais aussi des difficultés, des problèmes et autres embûches qui se sont invitées sur le chemin de notre développement. Être à l'écoute, voilà ce qui donne vie à la collégialité. Vous l'aurez compris, pour moi, elle requiert le dialogue. Sans dialogue, il n'y aura peut-être plus de collégialité ou elle sera limitée. Cette collégialité est déterminante, elle implique dialogue, communication, ouverture et transparence. Cela suppose qu'on revoie la gouvernance qui est la nôtre. Si vous avez lu ma lettre, vous aurez compris que ce dialogue, je le pratique au quotidien. J'ai fait du leadership participatif ma façon d'être. J'ai occupé plusieurs postes, j'ai travaillé au sein de nombreux comités. Et j'aimerais mentionner aujourd'hui 2 figures de l'UQAM qui m'ont inspirée. Daniel Laberge et Charles Perraton, dont la rigueur et la posture critique ont façonné mes actions. Je les salue sincèrement et chaleureusement. Ma carrière est distincte, certains diraient atypique, puisqu'à la suite de mon doctorat, j'ai été recrutée comme cadre. J'ai eu l'immense plaisir de collaborer avec un ensemble de collègues qui, il faut le souligner, avec leurs employés, travaillent toujours d'arrache-pied, presque toujours dans l'ombre. J'ai ensuite été nommée professeur à l'École des sciences de la gestion au département de management et technologie, un département dans lequel j'ai des collègues extraordinaires avec lesquels j'ai collaboré pour plusieurs projets de développement, des projets que j'ai traduits en œuvres collectives, réformer les programmes en technologie de l'information, mettre en œuvre de nouvelles réformes, accueillir les étudiantes et les étudiants, et donc être à l'écoute de ce que la vie universitaire nous permet de faire. Je suis également titulaire d'une chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement. J'ai pratiqué l'international. À cet égard, mon engagement au sein de la Commission canadienne pour l'UNESCO m'a conduite à accepter la présidence du réseau canadien des chaires UNESCO. De l'international vient peut-être l'ouverture qui me caractérise. L'UQAM est pour moi une université du monde. Depuis 1 an maintenant, je suis vice-rectrice au système d'information. J'ai découvert des équipes formidables. Je le dis sur toutes les tribunes et je le répète à satiété. Nos équipes font des petits miracles au quotidien.
Ces personnes sont dévouées, travaillent sans compter, je leur rends hommage. À tous les employés du VRSI et des autres services avec lesquels je collabore, je leur dis merci. Ils m'ont suivi, parfois en étant sceptiques, mais en réalisant que je fais ce que je dis. Comme vice-rectrice toujours, j'ai l'immense plaisir de mettre en œuvre des dossiers majeurs pour notre institution, des projets d'envergure. Et cela s'est construit sur les acquis qui avaient été faits. Il ne s'agissait surtout pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. J'aurais déposé pas moins de 6 projets majeurs pour l'institution cette année. Et au nom de toutes les équipes qui travaillent avec moi, je me permets de dire à quel point nous sommes ravis et fiers de ce travail. Et aussi, nous sommes fiers d'être au service de la communauté ukamienne. Vous l'aurez compris, c'est forte de cette expérience diversifiée qui est la mienne et qui me permet de dire à quel point je connais bien cette institution, à quel point je l'ai pratiquée et je la pratique encore, que j'aimerais vous proposer les 3 chantiers. Quand on parle d'enjeux, et ce sera le premier, il me semble que le plus important pour nous, peut-être aujourd'hui, c'est de renforcer cette fierté d'appartenir à cette belle institution et de la faire rayonner. Cela se traduira bien évidemment par une consolidation des liens qui nous attachent à elle, mais pas seulement, une consolidation des liens avec l'ensemble de nos partenaires. Parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, l'UQAM n'est pas tant, comme le croient certains, malmenée, elle est surtout mal aimée, peut-être mal aimée. Mais si elle est mal aimée, c'est parce qu'elle est mal connue. À nous de faire en sorte de faire rayonner cette université et de la faire connaître sous le merveilleux angle qui est le nôtre, avec l'ensemble des réalisations qui se font aujourd'hui. Il faut aussi mettre en œuvre des mesures qui permettent de renforcer le sentiment d'appartenance à cette institution, ce qui passe par la reconnaissance de tous les employés. Plusieurs actions seront entreprises, certaines faciles à mettre en œuvre, d'autres beaucoup plus difficiles. L'UQAM, c'est aussi un milieu de vie. Comment pouvons-nous innover pour faire en sorte que ce milieu de vie soit plus stimulant? C'est donc le deuxième chantier qui me préoccupe, celui qui serait de rendre nos conditions de travail, qu'elles soient à la hauteur de nos attentes et que l'on valide un petit peu comment être à l'écoute des besoins de tout à chacun. Quand on pense au nombre d'heures que nous passons ici, il devient évident que la qualité de notre vie professionnelle et académique ne peut être qu'un enjeu majeur. Là encore, plusieurs actions sont possibles. Elles vont de l'amélioration de notre environnement à la mise en œuvre concrète d'un environnement socialement responsable. Il y a encore énormément à faire et nous ne serons pas et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Améliorer le cheminement des employés, accueillir des collègues professeurs, des collègues chargés de cours et maîtres de langue, leur permettre également d'avoir un cheminement de carrière qui soit professionnellement épanouissant, c'est somme toute la question de la reconnaissance et de la valorisation de la fonction des personnes humaines qui est en jeu ici. Le respect de la diversité, le dialogue que nous recherchons, exige également un milieu exempt de violence. Aucune forme de violence ne devrait jamais être tolérée. L'université doit être cet espace public qui permet à toutes et à toutes, quelle que soit notre orientation religieuse, sexuelle, politique, de s'épanouir intellectuellement, socialement, professionnellement. Toutes les communautés sont invitées à participer à la vie ukamienne. Revoir notre milieu de vie universitaire et académique implique aussi de revoir les politiques et règlements qui nous gouvernent. Certains doivent être actualisés, d'autres doivent être, j'ose le dire, peut-être complètement revus. Ce sont nos règles, ce sont nos politiques, c'est nous qui les bâtissons. Elles ne tombent pas du ciel. C'est à nous de les changer et de faire en sorte que nous puissions alléger notre millefeuille administratif. L'UQAM, enfin, et c'est sa mission première, c'est faire avancer le savoir, diffuser les connaissances, démocratiser l'enseignement supérieur. C'est la mission première de notre institution, la production et la diffusion des connaissances. Elles participent et elles sont nécessaires à l'actualisation des savoirs, à la diffusion de la culture et des sciences qui sont nécessaires et essentielles à notre développement. Nous devons diffuser, mais pour pouvoir le faire, il nous faut créer.
Pour pouvoir enseigner, pour pouvoir chercher, il va falloir mettre en place les conditions permettant de le faire sans être constamment entravé. On ne peut pas parler d'innovation, si on ne collabore pas. Et on ne peut pas parler d'innovation si on ne pratique pas le dialogue. Pour y arriver, là aussi, il nous faut communiquer dans la transparence et la sérénité. Les enjeux du numérique sont à nos portes depuis plusieurs années. La formation en ligne et à distance, l'innovation et le développement des programmes, la formation continue, la formation liée aux ordres professionnels, le développement de microprogrammes également qui répondent aux besoins de populations spécifiques, l'accueil de tous nos étudiants nous conduit peut-être à modifier nos pratiques pédagogiques. La recherche, ce n'est pas enfin, c'est surtout la recherche. Créer, chercher, cela exige du temps. Créer, chercher, exige également des espaces de socialisation, des espaces où l'on peut collaborer. Créer, chercher, exige enfin que l'on soit ouvert à différentes avenues de recherche. Encore une fois, vous l'aurez compris, je ne militerai pas, et ce sous aucune forme que ce soit, pour l'uniformisation de nos pratiques. Je militerai toujours pour la diversité de ces pratiques et des approches. Aussi est-il de plus en plus important de mettre en place des programmes proposant une combinaison d'enseignements de disciplines différentes afin d'établir une collaboration entre ces univers et de créer un dialogue entre les expertises scientifiques, la responsabilité sociale, afin d'élargir les perspectives de recherche, de création et d'innovation. L'enjeu premier, c'est donc le soutien. L'enjeu second, c'est l'allègement de nos procédures administratives. L'enjeu ultime, c'est le financement. Et vous l'aurez remarqué, je n'aborde le financement qu'en dernier lieu. Pourquoi ? Parce que quand on évalue des projets, si nous partons de la prémisse qu'il s'agit uniquement d'avoir une enveloppe budgétaire, nous venons de faire en sorte que la créativité s'éteint. Où sera l'UQAM dans 5 ans ? Regardez la diapositive que je vous propose. Elle traduit le discours qui est le mien et ce que je pense et j'espère pouvoir faire avec vous tous. Pour y arriver, je dirais, pensons plus grand, pensons différemment, pensons à oser, osons l'UQAM. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Fusaro. Nous abordons maintenant la période des questions pour une période de 15 minutes. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule question par personne, qu'elle doit être formulée sans préambule et je vous demanderai de continuer à vous identifier. On va commencer par ce côté, s'il vous plaît. François Bergeron, professeur au département de mathématiques et commissaire à la commission des études. Comme j'ai posé la même question à votre prédécesseur, l'autre candidate. Merci. Alors, il y a souvent des vœux pieux par rapport à la recherche et la création. On en parle tout le temps, mais quand vient le temps d'y mettre des ressources, ça vient toujours en dernier. On fait tout le budget, il y a des trucs qui ont l'air incompressibles, d'autres qui sont évidentes, les programmes, les machins, tout ça fonctionne. Peut-être pas idéalement, mais fonctionne. Et puis la recherche, ben, ça vient en dernier. S'il reste des fonds de tiroir, on les met en recherche. C'est essentiel pour l'avenir de l'UQAM qu'on arrête de fonctionner comme ça. Il y a beaucoup de groupes de recherche, de centres de recherche qui sont fragilisés aujourd'hui parce que ça fait 5-10 ans qu'on n'y met pas les ressources. Le vice-rectorat à la recherche est perçu comme un vice-rectorat mineur. Ça devrait être un vice-rectorat majeur parce que la mission de l'université, c'est l'enseignement, la formation et la recherche. C'est comme ça qu'il faut analyser l'université. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à mettre des ressources substantielles en recherche, nous garantir que dans votre administration, on va arrêter de prendre les fonds de tiroir, mais qu'on va prendre au sérieux la mission recherche de l'université? Une seule réponse, oui. Je développe.
Vous avez raison. Je ne suis peut-être pas prête à dire qu'elle apparaît toujours en dernier. Au contraire, toutes les actions que nous essayons de mettre en œuvre, et il revient également à la vice-rectrice à la recherche et à la création, ainsi qu'au vice-recteur à la vie académique d'y veiller, sont des actions majeures. Vous l'avez vu dans mon discours, vous l'avez senti certainement. Parler de la recherche, ça fait partie de ce qu'est également la mission première de l'institution, produire des connaissances. Vous l'avez également entendu dans mon discours. Pour créer, il faut du temps. Et le temps, effectivement, il va falloir trouver des moyens de donner du temps. Pour créer, il faut aussi avoir des espaces. Et cela se reflète effectivement également en monnaie sonnante ou en moyens qui peuvent être mis à la disposition des équipes. Pas seulement des équipes, il y a des instituts, il y a les centres, il y a les chaires, mais il y a aussi la recherche qui se fait de manière un peu plus individuelle. Et la recherche à l'UQAM, elle est différente, je l'ai martelé. Cette diversité qui nous caractérise, il faut à tout prix la préserver. De quelle manière allons-nous le faire? Le travail est déjà amorcé. Nous sommes constamment en représentation auprès des paliers gouvernementaux, qu'ils soient d'ordre provincial ou fédéral. Nous essayons d'être là en amont. Les dernières années n'ont peut-être pas été aussi réjouissantes qu'on l'aurait souhaité, et j'en conviendrai aisément avec vous. Et il y a ce qui relève de ce que l'on peut faire auprès des paliers gouvernementaux, et il y a les choix budgétaires qui seront les nôtres, qui seront les miens si vous décidiez effectivement que je pourrais être la prochaine rectrice. J'ai trop milité pour la recherche sous une vie différente. Je fais partie d'une chaire, je pratique cette recherche-là. J'ai eu à me battre, comme nous tous, pour des fonds de tiroir. Donc oui, la réponse, je la réitère, c'est un engagement. On passe maintenant à l'autre micro, madame. Marie Blais, chargée de cours au département d'études urbaines et touristiques et présidente du syndicat des chargés de cours de l'UQAM. C'est intéressant, votre discours, mais on comprend que vous faites partie d'une administration. Sur le plan de la gestion des personnels, ça a été très dur. Toutes les négociations ont été très difficiles. Actuellement, il y a une direction, j'ai toujours de la difficulté avec le titre, là, la direction de la qualité, la direction de la division du travail, de la qualité au travail, qui harcèle littéralement les personnes malades en remettant en cause notamment les diagnostics de médecins. On pose des questions sur les médicaments. Ça, c'est juste la gestion. Vous parlez de reconnaissance des personnels. C'est bien. Est-ce que ça va juste être du discours? C'est une question. Deuxième question, vous parlez de priorité budgétaire. L'UQAM a reçu dans ses subventions de fonctionnement plus de 8 millions de plus l'année passée. Et pourtant, on continue de couper. On coupe, on parlait de la recherche, mais on coupe dans la formation. Et la priorité va où? Je m'excuse, je suis un peu intense, là. On va aux immobilisations. C'est très bien, j'adore l'intensité, oui, ben c'est vous ça. Le savez. Oui, on va aux immobilisations. On a mis 16 millions, OK, l'année passée, pour ces états financiers, dans des projets liés aux immobilisations. Pendant ce temps-là, on coupe dans les charges de cours, dans l'offre de cours, on coupe dans les auxiliaires d'enseignement, on coupe partout, on coupe même dans les heures de bibliothèque, on n'est même pas capable d'aller chercher de l'argent pour les bibliothèques. Alors moi, je comprends que les priorités, je les entends, mais concrètement, est-ce qu'il va y avoir vraiment un changement dans les priorités? Quand vous étiez de cette direction-là, puis vous n'avez pas été capable de changer l'orientation, comment maintenant, là, on peut nous affirmer, parce qu'il y avait de l'argent en plus, là, comment ça se fait qu'on n'ait pas été capable d'aller dans la formation, dans la recherche? C'est ça la priorité. Comment ça se fait que ce n'est pas possible à l'UQAM? Comment ça se fait qu'on coupe encore? Ça s'appelle une charge à fond de train. D'accord. On y va pour les réponses. Question 1, la reconnaissance. Depuis 1 an, je suis dans cette direction depuis 1 an. Donc, depuis 1 an que je suis vice-rectrice au système d'information, les employés qui travaillent avec moi le savent, pourraient témoigner du fait que je reconnais leur implication totale, dévouée, et que je le manifeste. Je le manifeste à chaque fois, systématiquement par des remerciements, et je les rencontre. Combien de fois ils ont été étonnés du fait que je n'étais non pas dans mon bureau de vice-rectrice, mais avec elles, ces équipes, sur le terrain,
à essayer de les écouter, à comprendre les problèmes, parce que quand on parle de système d'information, ça c'est simplement l'informatique, mais il ne faut pas penser qu'il n'y a que l'informatique au VRSI. Il y a effectivement les bibliothèques et il y a aussi le service de l'audiovisuel. C'est tellement important pour moi, la reconnaissance, que depuis le mois de mai, j'ai demandé à toutes les équipes de mettre en place et de travailler à réfléchir à ce que peut être la reconnaissance. Pas la reconnaissance vue par Magda, telle que Magda l'entendrait. La reconnaissance vue par les employés eux-mêmes. Elle s'illustre différemment et c'est là aussi que je milite pour la diversité. Deuxième point, vous parlez des conditions de travail et vous manifestez avec raison ce qui semblait être une pratique absolument décevante, pour le moins, j'oserais dire inadmissible. Bien sûr, il va falloir revoir tout cela. Mettre en doute la parole des personnes, c'est absolument incroyable. Maintenant, je peux m'engager à dire je ne peux pas accepter cela. Ce sera à nous de travailler ensemble et de voir de quelle manière on peut améliorer nos conditions de travail. Ça va effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la planification, du cheminement de carrière, des moyens qui sont pris pour aider. C'est toute la question du soutien à l'enseignement, soutien encore une fois à la recherche, soutien au service à la collectivité qui se fait également, parce que c'est du bénévolat parfois. On a l'impression, et j'en parle en connaissance de cause, avez-vous vu le nombre de comités sur lesquels j'ai siégé? S'il y a quelqu'un qui a pratiqué les services à la collectivité, je peux en témoigner sincèrement. Vous parlez d'orientation budgétaire. Effectivement, elles sont déterminantes. Ce sont des choix que nous faisons. Ce sont des choix que nous aurons à faire. Ce sont des enveloppes que nous allouerons. Un exemple peut-être, ou surtout, pas un exemple, mais un lien avec le dernier des exemples que vous avez mentionnés, les heures d'ouverture des bibliothèques. Nous y travaillons depuis le mois de mars, dès que l'association des étudiants des sciences de la gestion nous a vertement réprimandés, vous le savez, s'ils sont ici, je pense qu'ils vont se reconnaître, et nous avons proposé un plan qui permettra la réouverture. Et oui, il s'agit de choix que nous avons faits. Nous avons décidé de réouvrir les bibliothèques le dimanche. Ça va être effectif pendant les périodes d'examen jusqu'à minuit pratiquement. Nous avons également étendu les heures d'ouverture et il faudra voir de quelle manière permettre le maintien de ces heures d'ouverture. Sur le budget des immobilisations, les 16 millions, vous parlez donc du budget qui a été déposé au dernier conseil d'administration. Quand le budget est alloué aux immobilisations, c'est que la nature des dépenses le permet de le faire. Ce sont des biens qui sont capitalisables, mais ça fait partie du budget de l'UQAM. Ça nous permet de l'amortir. Les choix budgétaires qui ont été faits cette année, mais en fait c'est l'année d'avant puisqu'ils se traduisent dans le budget qui a été vérifié et déposé, c'est quelque chose qui est du passé. C'est à nous aujourd'hui de définir ce que sera le prochain budget. Permettez-moi quand même de rappeler à quel point la compression des années passées a été difficile. C'est pratiquement plus de 25 millions qui nous a été demandé. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans un plan de résorption de 2016 à 2019 qui doit être ce que le ministère nous demande de faire. Or, vous le savez, le ministère est un acteur majeur, c'est notre principal bailleur de fonds. Et il va falloir convaincre également le ministère qu'on ne pourra pas étirer encore et encore. Les personnes sont physiquement aujourd'hui à bout. Et là, je ne parle que de mon vice-rectorat. Le nombre d'employés que je vois en situation de détresse, c'est majeur. Donc oui, ce sont des choix et nous les ferons ensemble. Vous avez entendu mon discours. J'ai parlé de dialogue, j'ai parlé de transparence et j'ai parlé d'ouverture. Merci. Après 4 minutes. D'accord. On passe de ce côté, madame. Parfait. Je vais faire vite. Mon nom est Louisa Cordero. Je suis vice-présidente au SEUCAM. J'avais préparé une question, mais je l'ai changée en cours d'écoute. D'accord. Donc, d'abord, vous aviez dit effectivement que vous pensez que l'UQAM est mal aimé. Peut-être, mais je vous dirais que
Dans les dernières années, les employés de soutien se sont sentis mal aimés par l'UQAM. Donc, j'espère voir un changement significatif de cette impression-là. Et donc, je pense que je poserai à peu près la même question que j'ai posée à la candidate précédente, à savoir, concrètement, comment vous pensez pouvoir redonner le sentiment d'appartenance et la fierté de travailler à l'UQAM, compte tenu justement de façon concrète, là, parce que j'ai vu effectivement... au niveau de l'environnement physique et tout ça, mais concrètement, sachant qu'effectivement, le ratio des employés de soutien par nombre de professeurs et d'étudiants est nettement inférieur à l'UQAM par rapport aux autres universités, c'est peut-être même le ratio le plus petit. Comment concrètement pensez-vous pouvoir améliorer ce sentiment d'appartenance-là et la fierté d'être à l'UQAM? Merci beaucoup pour cette belle question. Dans un des éléments que vous verrez détaillés du programme, vous verrez que la préoccupation qui est la mienne pour la mobilité des employés de soutien, la promotion également à l'interne, se retrouveront parmi les quelques actions que j'ai proposées. Il faut permettre à ces employés de croire qu'ils ont un avenir stimulant et qu'ils pourront faire partie des différents projets qui seraient mis en œuvre. Sur les conditions de travail elles-mêmes, effectivement, nous avons la même problématique, je dirais, quelle que soit la catégorie d'emploi. Mais oui, les employés de soutien ont littéralement été malmenés par les compressions budgétaires et vous en avez payé, je pense, le plus grand prix. Comment faire en sorte que nos employés retrouvent cette fierté d'appartenance? En fait, dans bien des cas, elle est là, elle s'est juste un petit peu, malheureusement, amoindrie. Elle a été peut-être mal écoutée. Ce sera à nous de mettre en œuvre les modalités qui permettront de le faire. Cela passe par des petites actions parfois, cela passe aussi par des changements, et ces changements seront à discuter, et vous le savez, avec le syndicat du SECAM, seront à valider. Je pense que nous avons une belle opportunité pour le faire. Pourquoi votre convention viendra à échéance dans 1 an? Ça nous laisse... Ah oui, bientôt, tout à fait. Et ça nous laisse c'est vrai, et ça nous laisse à peine le temps de commencer à s'asseoir et de pouvoir en discuter. Donc je pense que ces actions-là mériteraient qu'elles soient prises en compte dès le départ et qu'elles soient effectivement portées par un discours qui se traduirait par ces actions. Et il peut y en avoir de différentes sortes. La période des questions est écoulée. D'accord. Merci beaucoup, Madame Fusaro, pour votre participation. Nous espérons que les propos échangés nourriront votre réflexion. Je vous rappelle que la période de consultation débute la semaine prochaine, mercredi, le 1er novembre prochain. Je remercie les interprètes de leur participation, l'École supérieure de théâtre et son équipe, le service de l'audiovisuel, le service des communications pour leur collaboration à cet événement. Je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation.